Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox. On va se donner, comme d'habitude, 2 petites minutes que je vais tenter de combler aussi bien que possible en laissant rentrer les derniers participants. Vous êtes, comme d'habitude, extrêmement nombreux sur cette Académie InVivox. Ça fait 2 ans qu'on organise cette Académie. Aujourd'hui, il y a plus de 100 contenus disponibles que vous pouvez aller regarder, écouter sur invivox.com. Je remercie infiniment aujourd'hui nos 3 participants, Catherine Olluet, qui va animer cette session. Catherine est journaliste santé. Je remercie infiniment Franck Lemeur, qui est le CEO, le fondateur de Tech2Med, qui participe à la digitalisation de l'industrie du monde de la santé. Il vous racontera aussi toutes les autres choses qu'il réalise. Et on a également Nicolas Christol, qui est le directeur de la BU Obésité et Prévention chez Novo Nordisk. Alors, on se donne une petite minute. Donc, comme vous savez, chez InVivox, on est des agrégateurs de contenus destinés aux professionnels de santé. Alors, les contenus, on y a beaucoup réfléchi. D'ailleurs, on a une session qui est prévue le 13 avril prochain au sujet des contenus, et notamment sur comment justement engager les professionnels de santé grâce à la qualité des contenus de formation. Alors chez InVivox, on a réfléchi en fin d'année dernière, après 2-3 ans de Covid, justement, aux grands enjeux de formation des professionnels de santé. Et je vous partage nos conclusions qui sont extrêmement simples et limpides. La première, c'est que les professionnels de santé font face à une pénurie de temps. Je pense que c'est le cas de tous les professionnels de santé en France. Ils ont très peu de temps pour leurs patients. Donc, comment trouver du temps pour se former? Et le deuxième grand enjeu qui touche les professionnels de santé, mais également qui nous touche tous, c'est le déficit de concentration. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de ne pas être déconcentré à travers toutes les notifications qu'on reçoit via nos téléphones, via nos ordinateurs, via nos collègues. La déconcentration est un facteur clé de la perte d'acquisition. Donc, chez InVivox, face à ces 2 grands enjeux, on développe des contenus qui sont à la fois des contenus de micro-learning, c'est-à-dire courts, et aussi impactants, c'est-à-dire interactifs, gamifiés, etc. InVivox, on centralise, on valorise des milliers de contenus de formation. On les centralise sur des pages disponibles pour tous les professionnels de santé. Et quand on dit qu'on les valorise, ça veut dire qu'on en assure la promotion vers des communautés ciblées de professionnels de santé. Donc voilà, on centralise, on digitalise, on diffuse les contenus, on permet à tous nos partenaires de récupérer les données, et c'est une des grandes singularités d'InVivox, c'est le partage de la donnée en compliance 100% avec les règles de la RGPD, évidemment, avec nos partenaires. Et on a également une Content Factory qui est composée d'ingénieurs pédagogiques qui sont là justement pour repenser les contenus qui partent souvent d'un PowerPoint, d'un PDF, et qui, à partir de là, créent un contenu de micro-learning adapté à tous les enjeux dont je viens de parler. J'ai assez parlé de mon côté. Je propose de passer le micro à Nolier en vous rappelant la prochaine session, le 13 avril à midi, justement sur les contenus de formation. Merci infiniment à nos 2 intervenants. Merci Catherine, et excellente session à toutes et à tous. Merci beaucoup, Julien. Bonjour à tous. Bonjour de nouveau à Nicolas Christol et Franck Lemeur. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ce webinaire va débuter par une session d'échange entre nous d'à peu près 30 minutes. Échange au cours desquels on va tout d'abord essayer de donner la meilleure définition possible de l'approche omnicanale. On va ensuite essayer de donner des exemples concrets de ce que ça donne. Et puis, on terminera cet échange par une sorte de boîte à outils pour vous donner vraiment des recos concrètes pour mettre en œuvre une approche omnicanale. Et puis, suite à cet échange, nous aurons normalement un petit peu de temps encore pour répondre à vos questions que vous pouvez poser dès à présent avec l'onglet questions et réponses en bas de votre écran. Voilà, donc démarrons notre débat. Démarrons avec un premier sondage qui vous est posé. Vous allez pouvoir voter et ça sera intéressant de voir un petit peu votre degré
de connaissance, de compréhension du sujet. Premier sondage, êtes-vous à l'aise avec la notion d'approche omnicanale dans votre industrie? Donc, vous ne pouvez cocher qu'une seule case. Donc, nous avons tout à fait à l'aise. Nous avons déjà mis en place une approche omnicanale dans notre entreprise. Plutôt à l'aise, nous avons commencé à explorer l'approche omnicanale, mais nous n'avons pas encore mis en place de stratégie complète. Pas vraiment à l'aise, nous avons entendu parler de l'approche omnicanale, mais n'avons pas encore exploré ses avantages. Ou je ne suis pas sûre de comprendre ce que l'approche omnicanale implique. Et on va justement y revenir juste après. Donc, vous pouvez voter. Vous avez quelques secondes pour cela. Voilà, on va clore le sondage et voir les résultats tout de suite. Plutôt à l'aise à 57%, voilà, mais vous n'avez pas encore mis en place de stratégie complète. Et puis, tout à fait à l'aise à 26%. Donc, nous avons là de bons connaisseurs déjà du sujet dont nous allons parler. Alors, commençons donc avec quand même des aspects de définition pour être bien sûr de savoir de quoi on parle et pourquoi il est important aujourd'hui de mettre en place une telle stratégie dans les entreprises. Alors, le contexte, on va commencer avec toi, Franck. Le contexte, pourquoi c'est important? Je pense que tu vas nous parler beaucoup de l'agenda des médecins. Oui, bonjour, merci. Merci Invivox pour cette invitation. Effectivement, ce qu'on constate et de plus en plus, et encore très récemment avec les derniers résultats de l'étude Acuvia Channel Dynamics mondiale, on voit dans pas mal de pays une chute de l'accès aux médecins. C'est un peu plus prononcé en Europe que dans d'autres pays. C'est très, très, très fort en France. Donc, on a un effet post-Covid, certain, avec très clairement un accès aux médecins qui comme l'a dit Julien tout à l'heure, lié au temps et à la bande passante des médecins qui est en forte diminution. On est en crise d'offres par rapport à la demande. Et puis, on a aussi des jeunes générations qui sont de plus en plus, pas forcément toujours dans une relation très, très facile avec la pharma et les messages d'information et de formation de la pharma. Donc, on a très clairement d'autres sources d'informations qui se sont générées. Donc, l'accès est quelque chose qui est vraiment concret. Et les stades d'activité dans pas mal de labos le sont, notamment à l'hôpital, donc c'est très, très fort. Acuvia nous dit que la France a perdu autour de 40% de contacts face-à-face en 3 ans, qui ne sont pas compensés aujourd'hui par ce qu'on appelle le remote et digital. Le remote, ça comprend les webinaires, les visites à distance, les calls aussi, les calls téléphoniques, et le digital comprend plutôt les interactions via email, via effectivement web, etc. Donc, on a une perte de l'accès. Et alors, autre chose qu'on peut constater dans certains labos, c'est les aspects générationnels qui sont très prononcés, notamment des générations de médecins avec qui ils ont beaucoup collaboré pendant des années, plutôt en fin de carrière, et des générations de jeunes médecins qui sont moins à l'aise sur les collaborations et donc qui tardent à travailler, mais qui ne sont pas contre, mais qui tardent à travailler ou à entrer dans une relation. Et donc, ça, on le constate aussi. Moi, je n'hésite pas à parler de customer cliff dans certains cas où, effectivement, la perte de l'accès amène à redéfinir, repenser ses modèles d'interaction. Alors, Franck, on a tout de suite une question sur la référence de l'étude dont tu as parlé. Est-ce qu'il est possible de l'écrire dans la conversation? Oui. Et puis également ce chiffre peut-être de 40% là, je te laisse écrire la référence de l'étude. Oui, c'est un webinaire du mois de février. Il faut aller voir sur Acuvia où ils ont publié ces études. Février, c'était un webinaire du Global Acuvia. C'est moi je ne sais plus la date exacte, mais en tout cas, c'est disponible probablement sur Acuvia. Et donc, 40%, c'est ça, en 3 ans, 40% de l'accès aux médecins a été perdu. Alors, c'est 40% de baisse de contact face-face. On voit que dans certains pays, c'est la même situation, mais
avec une compensation plus forte d'autres canaux, hein, c'est les thématiques d'aujourd'hui, notamment le remote et les aspects digitaux, donc les emails, etc., qui ne compensent pas complètement. Mais j'avoue que ce qui a été très surpris, c'est que la France est le pays le plus bas, alors que pour moi qui connais l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, avec qui j'ai pu travailler, l'Allemagne était très réticente au digital dans les réseaux de visite médicale. Et au contraire, là, ils ont l'air de bien cranter, alors que nous, on est resté plutôt dans la tranche basse, je trouve, par rapport à d'autres pays. Les États-Unis ont repris beaucoup de face-face, c'est le seul pays qui a repris vraiment beaucoup de face-face, mais on voit quand même qu'il y a vraiment une augmentation forte de l'omnicanalité dans les modèles, même si ça ne compense pas la chute post-Covid. Donc Nicolas, j'imagine que chez Novo, vous avez constaté aussi cette difficulté croissante d'accès aux médecins. Ouais. Déjà merci à Invivox de me permettre d'intervenir. Et je vais effectivement peut-être copier-coller ce que vient de dire l'intervenant précédent, parce que effectivement, nous, ce que l'on constate, c'est qu'il y a quand même un avant et un après Covid, ça c'est sûr, c'est qu'il y a une utilisation de plus en plus forte du numérique de la part de nos clients, de la part des patients, mais aussi de la part de nos propres employés, et que ça a été finalement un booster de nouvelles tendances, la Covid. C'était déjà quelque chose qui était là, mais ça a permis d'accélérer finalement cette tendance-là. Ce que nous, aujourd'hui, on voit, c'est maintenant vraiment dans notre quotidien, hein, c'est l'utilisation de webinars, l'utilisation de e-congrès, l'utilisation de e-visites, même si je suis d'accord avec Franck quand il dit que en France, et ça je le vois par rapport aux autres pays, on a quand même un retard dans l'utilisation, par exemple, de la e-visite. On est encore un pays où, grosso modo, on est bien sur 70% d'utilisation du face-to-face, alors que d'autres pays sont beaucoup moins que ça. Alors, c'est peut-être un problème culturel, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un constat. Et vis-à-vis des médecins, c'est vrai que le temps aujourd'hui alloué à la visite médicale, on va dire classique, est moindre qu'auparavant, et qu'il va falloir vraiment s'adapter pour pouvoir répondre le plus vite possible à la création de valeur qui est nécessaire pour qu'on puisse faire notre métier. Avant de vous demander du coup la définition selon vous de l'approche omnicanale, on va faire un deuxième sondage auprès de nos participants pour savoir selon vous quels sont les mots-clés qui caractérisent au mieux cette approche omnicanale, pardon, justement. Et vous pouvez donc cocher plusieurs cases. Question à choix multiples. Donc, canaux multiples, des canaux multiples, la synchronisation, interaction, expérience client, performance et retour sur investissement. Quels sont les mots-clés caractérisant au mieux l'approche omnicanale selon vous? Voilà, on va voir le résultat des votes. Alors, le trio de tête, c'est 77% l'expérience client est privilégiée, soit à 74% les canaux multiples et à 49% la synchronisation. Merci. Donc, du coup, maintenant, je vais vous demander chacun à votre tour de donner, selon vous, votre définition de l'approche omnicanale. Nicolas. Je pense que le sondage est clair. Je pense qu'on a une bonne définition de l'omnicanal. En tout cas, pour nous, l'omnicanal, c'est l'utilisation de plusieurs canaux qu'on va réussir à synchroniser, à orchestrer pour finalement créer de la valeur finale par rapport à la cible qu'on souhaite toucher. Donc, pour nous, c'est une orchestration de plusieurs canaux. Franck, ouais, alors moi, je vois le commentaire d'une personne, là, de François Gaudemet, qui effectivement parlait de multicanal il n'y a encore pas très longtemps. Je pense la pharma était dans l'approche un peu de branchement de tuyaux, c'est-à-dire qu'on cochait des cases. En plus du face-face, on savait faire des emails, on a su implémenter des outils nécessaires, surtout en période Covid, ça a été très accéléré. Donc, moi, je trouve qu'il y a trois nouvelles notions qui font finalement la définition de l'omnicanal. La première, c'est
d'avoir une expérience client autour d'interactions mieux orchestrées et avec plus de sens, et surtout plus de personnalisation. Personnalisation étant sous-jacente à plus d'informations sur le client, donc plus de données autour du client. Et c'est vrai que l'écosystème de l'omnicanal est très data-driven, ce qui n'était pas forcément le cas du multicanal, où finalement, on continue d'utiliser une boîte à outils à disposition souvent du délégué. Là, on rentre dans quelque chose qui est plus construit et qui permet d'accéder en plus à des clients, voire demain des patients, qui ne sont pas forcément dans la logique du ciblage qu'on a connu, prescription, etc. Ça offre un nouveau champ des possibles qui est très intéressant, mais ça aussi implique beaucoup d'infrastructures, de construction que les pharma n'ont pas encore tout assimilé en point de vue investissement. Ça, c'est un vrai sujet aussi qui est derrière. Donc, Angélique nous dit que nous aurions pu ajouter la notion de données parmi les mots cités tout à l'heure. Karine nous dit qu'il manque l'engagement, la notion d'engagement, plutôt d'ailleurs que le retour sur investissement. Ouais. Ça fait beaucoup quand même de notions. Finalement, les résultats prioritairement attendus de tout ça, c'est quoi? C'est une belle expérience client? C'est un engagement supplémentaire? Voilà. Quels résultats doivent être ciblés en priorité? Et on aura fait le tour un petit peu de notre définition. Moi, j'ai un premier KPIs qui est au-delà des KPIs d'activité, c'est dans les KPIs de résultats. Imaginons que demain, un médecin, par jour, il a 30-40 minutes de temps pour se former et s'informer. Il y en a une partie qu'il va allouer peut-être à ses sources traditionnelles, donc ses sources scientifiques, ses pairs, ses chaînes de formation comme un Bivox, etc. Et puis une partie qu'il va le laisser ouverte pour des interactions. Et là-dedans, le temps de conversation qu'il va avoir disponible, et c'est finalement pas beaucoup, et avec un focus, comme l'a dit Julien, qui n'est pas forcément extrêmement élevé. Donc en fait, comment moi, en tant que labo, je vais réussir à capter plus de temps que les autres? Donc, il va falloir trouver les bons sujets, les bons moyens, les bons centres d'intérêt et les bons moments pour le faire. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable. La performance, c'est plus de temps de disponibilité, plus de conversation. Donc, ça, c'est un critère de. On parlait de part de voix. Demain, on parlera peut-être de part d'écoute. Ça, c'est un peu intéressant. Et puis, l'autre chose, après, c'est les performances financières. C'est finalement comment une expérience client optimisée et un meilleur engagement va générer plus de prescriptions. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que encore une fois, dans des études faites par des labos en cohorte IQVIA, donc on analyse différents scénarios du pure play, du VM seul, du VM plus email, du VM plus. Dès qu'on commence à orchestrer plus de canaux, il y a plus de performance en termes de part de marché et de prescription. Donc ça, c'est un fait. Je ne sais pas si du laboratoire le font beaucoup, mais c'est une possibilité de faire ces métriques-là. Nicolas, pour vous, les résultats attendus prioritairement et la façon de les mesurer peut-être? Pour moi, il y a deux choses. Il y a la notion d'efficacité et la notion d'efficience, en fait. Et ce que l'on constate, c'est que là, on parle beaucoup de clients, on parle beaucoup d'accès aux médecins, mais on oublie une chose aussi, c'est que nous, laboratoires, on est aussi confrontés à une baisse de la population de la visite médicale. Il faut savoir qu'il y a plus de visiteurs médicaux aujourd'hui qui sont formés. Donc, il va falloir aussi qu'on puisse, malgré tout, utiliser des moyens qui vont nous permettre de jouer à la fois sur moins de personnes qui vont pouvoir aller voir les médecins et des médecins qui sont moins, finalement, ouverts à l'accès à la visite médicale. Donc, du coup, il faut qu'on puisse répondre à ça. Et l'utilisation, pour quel résultat? Alors aujourd'hui, nous, on est plutôt dans une mesure de satisfaction. Voilà. Nous, on essaye de regarder la notion de satisfaction. Est-ce qu'on a apporté de la valeur par rapport à notre objectif? Est-ce qu'on a répondu à notre objectif? Et est-ce que ça crée finalement une certaine fidélisation, voilà, par rapport aux offres de services que l'on peut proposer? Parce qu'on voit très bien, je suis d'accord avec Franck, on passe de plus en plus d'un marketing classique qui était un marketing un peu 4P promotionnel fort à un marketing plus conversationnel, un marketing plus de communication qui ne soit pas forcément lié à des produits, mais de plus en plus à des services autour des produits. Et c'est ça qu'on veut mesurer pour créer finalement de la fidélité. Oui, je pense qu'on a dans certains labos la fin des fameuses réunions de ciblage de rentrée avec plan de charge, fréquence, etc. Le quanti reste toujours important, mais on voit un shift intéressant. C'est plutôt quand on adresse un médecin ou un client, on essaye plutôt de construire une séquence logique. Par exemple, moi, j'ai des labos qui disent on aime bien savoir ce que vous allez faire avant un contact face-face, comment vous allez faire l'action suivante, comment vous allez faire maintenir la conversation avec différents points de contenu et de canaux, plutôt que faire du contact pour du contact face-face.
Et puis, vous avez comme le dit mon collègue, on a des réseaux qui se réduisent, des secteurs qui s'agrandissent. Et là, j'ai entendu encore pas très longtemps un délégué qui a dit « j'ai fait 800 km de la journée pour aller voir un médecin à l'hôpital que je n'ai pas vu ». Donc, vous avez aussi la problématique du coût, de l'efficience, de la fatigue, du risque d'automobile. Et finalement, OK, il faut faire du face-face, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, il faut trouver des moyens d'alterner par ces contacts, parce que sinon, ça devient vite très compliqué par rapport au risque de perte de l'efficacité. Oui. Et peut-être pour aller dans ce que tu dis, Franck, nous, ce que l'on constate aussi, c'est que ce que tu disais en introduction, c'est que le médecin a moins de temps. Et donc, il y a un besoin de travailler la notion plus d'intensité, de fréquence de contact, de point de contact avec son client, plutôt que la notion de durée, même si au final, peut-être dans le parcours, avec l'ensemble de l'omnicanal, avec ces fréquences finalement associées, en cumul, on pourrait peut-être avoir une durée plus longue. On va passer à la deuxième partie de notre échange sur des exemples concrets, et peut-être que ces exemples concrets vont fournir une partie de la réponse aux questions posées par Kenza à l'instant. Exemple concret, on commence avec toi, Nicolas, parce qu'on se tutoie, sur l'obésité et la mise en œuvre d'une stratégie omnicanale autour de ce sujet. Ouais. Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'obésité, c'est une maladie, hein, ça touche 17% de la population française, donc on parle de 8 millions de patients qui sont touchés par l'obésité. Et aujourd'hui, il s'avère que même si c'est reconnu comme étant l'obésité comme étant une maladie par l'OMS, les médecins français reçoivent à peu près 4 heures d'enseignement dans tout le cursus qui leur est consacré pour devenir médecin à la notion de nutrition, à la notion de prise en charge d'un patient obèse, sachant qu'on a vu à quel point la Covid a pu montrer à quel point c'était dangereux d'être obèse quand on a eu une pandémie comme on l'a vécu. Et donc, ça a été toute cette réflexion qu'on a eue, c'est comment finalement éduquer correctement, former les professionnels de santé autour de la problématique de la maladie obésité et comment toucher finalement le plus possible de monde, le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on a fait avec Invivox d'ailleurs, pour travailler sur la forme d'un campus qui permet aux professionnels de santé, et uniquement aux professionnels de santé, de s'inscrire à ce campus obésité afin de, comprendre pourquoi c'est une maladie et surtout aussi lutter contre les stigmatisations qui sont liées à cette maladie. Donc, il y a toute une approche, on va dire, à la fois psychique, à la fois médicale, pour améliorer finalement la prise en charge d'un patient obèse lorsqu'il arrive au cabinet, ou qui puisse être aussi adressé à des structures qui sont dédiées à traiter correctement la maladie. Et donc, tout ça passe par de l'omnicanal, c'est-à-dire à l'utilisation de la force de vente, à l'utilisation du mailing, à l'utilisation à différents outils qu'on met en place avec Invivox, afin que le professionnel de santé puisse recevoir toutes les informations nécessaires à la bonne conversation, à la diminution de la stigmatisation vis-à-vis de cette maladie, et puis à une meilleure prise en charge d'un patient obèse. Et l'omnicanal vient aussi finalement travailler tout un écosystème, parce que cette stigmatisation que l'on voit et qui existe chez les professionnels de santé, elle existe aussi dans le grand public. Et on est confronté à des injonctions paradoxales quand on travaille dans le monde de l'obésité, savoir il n'y a qu'à faire plus de sport ou il n'y a qu'à manger moins, et puis tout ira mieux. Bon, ce n'est pas si simple que ça, parce que ça ne fait qu'augmenter l'obésité en France. On a aujourd'hui 17%. On pense qu'en 2030, l'OMS pense qu'on sera à plus de 25%. Bref, donc il faut qu'on travaille un certain nombre d'éducation du grand public. Et par exemple, on s'associe avec le monde de l'art, avec le monde du cinéma, où un film a été fait, disponible sur YouTube gratuitement pour les écoles également, afin que ce film puisse être à visée pédagogique pour expliquer ce qu'est l'obésité et comment finalement ne pas discriminer ces personnes qui souffrent. Oui, alors là, on voit bien que la visite médicale classique ne permettrait pas de faire tout ce travail de sensibilisation progressive des professionnels de santé notamment. Tout à fait. On est vraiment dans un écosystème, on n'est plus
c'est un peu ce qu'on voulait dire, c'est qu'en tout cas, nous, on ne voit plus le métier de visiteur médical ou le métier même de marketeur comme étant le même métier qu'il y a 10 ans ou il y a encore 4 ans, même avant le Covid. Et là, on est vraiment sur une approche très conversationnelle, une approche très, à la limite, servicielle et de mission de santé publique. Franck, quelques autres exemples concrets d'approche omnicanal mise en œuvre peut-être? Ouais, donc déjà, dans ce qu'on observe, très clairement, on observe un shift dans les pharma sur un peu plus de customer centricity. Quand j'entends customer centricity, c'est aussi savoir un peu plus essayer de comprendre les parcours clients et aussi les parcours patients. Les parcours patients étant porteurs de beaucoup d'informations, de points de blocage, de pain points, et aussi on s'aperçoit que les parcours patients sont plein de points de contact numériques, qui fait que c'est une nouvelle opportunité d'omnicanalité pour les labos, notamment des campagnes grand public, d'information, etc. La deuxième chose, c'est qu'on comprend que effectivement les métiers changent. Donc, on a des nouveaux métiers qui s'implémentent dans les labos, Customer Excellence, Customer Success. Les visiteurs médicaux, c'est spécialistes des parcours patients en région, responsables des parcours en région, VM responsable, VM partenaire. On n'a plus de job description de visite médicale en tant que tel. On a beaucoup de job description qui sont des facilitateurs, des orchestrateurs des parcours ou des interactions en secteur, en région. Ça, c'est aller voir les job decks sur LinkedIn, c'est une réalité. On a aussi la notion de plus de désilotage en laboratoire pour être plus customer-centrique. Les fameuses squads se mettent en place dans pas mal de laboratoires, médicaux, marketing réglementaire. On travaille plus en séquence, on travaille ensemble pour définir des lignes conversationnelles, des lignes d'engagement. Donc ça, c'est des faits, hein, c'est pas de la science-fiction, c'est pas des concepts. Et puis, les deux choses qui se mettent en place dans le labo, mais qui demandent beaucoup de méthodos, et aussi, il faut le dire, des investissements financiers. Un, c'est une méthodologie durable d'une évolution de son go-to-market model, c'est-à-dire je réexplore ma façon d'engager mes clients à l'aune de ce qu'on vient de dire ici, des nouveaux challenges et puis des nouveaux outils disponibles. Et deuxièmement, c'est la culture data qui doit devenir obsessionnelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'omnicanalité sans données. Et ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de stocker, enregistrer toutes les informations intéressantes pour en faire quelque chose, en déduire quelque chose. C'est ce que font Amazon, la Fnac, tout le monde tous les jours. En fait, on récupère des données des gens pour bâtir encore des parcours de plus en plus personnalisés. Et cette culture de la data, l'art de faire le data mapping pour ses clients, pour répondre au business, c'est des méthodes qui n'existaient pas jusque-là et qu'on est en train de, par exemple, nous, de faire de plus en plus, d'aider les labos à construire leur roadmap de data. Mais très clairement, il n'y a pas d'omnicanalité si c'est juste pour envoyer des emails parce que j'ai coché mes emails et j'ai envoyé un email. Il faut essayer et ça ouvre des perspectives d'automatisation partout là où il n'y a plus de délégués engagés. Vous avez un nombre de médecins non vus qui ne cesse d'augmenter. Donc, il va bien falloir à un moment trouver des méthodes alternatives. Ça, c'est aussi un autre réalité. Donc, Franck, tu es déjà entré un petit peu là dans la boîte à outils qui va constituer, pas de problème, la transition est toute trouvée, qui va constituer la troisième partie de notre échange. On va vous proposer un troisième sondage pour débuter cette boîte à outils. Alors, dans une approche multicanale, quel aspect vous paraît le plus difficile à mettre en œuvre? Choix unique. Donc, la connaissance des cibles, la création de contenu, les techniques de communication digitale ou avoir le temps et les ressources nécessaires. Il vous reste quelques secondes pour voter. Voilà, on va découvrir les résultats. Alors, c'est très partagé, hein. Tout ça, à 32%, la connaissance des cibles vous paraît comme la première difficulté, suivie de près par le temps et les ressources à 29%, et puis à 20%, la création de contenu et 20% également les techniques de communication digitale. Tout ça n'est pas simple, en tout cas. Alors, pour cette boîte à outils, on va vous poser quelques questions qu'on a préparées à nos deux intervenants. Et puis, on espère que ces questions vont balayer la plupart de vos problématiques. Et s'il en reste, évidemment, on prendra le temps juste après pour essayer d'y répondre. Alors, première question sur les contenus. Et Kenza, d'ailleurs, nous parle des contenus.
Elle nous dit, en tant qu'industriel, est-ce que pousser le bon contenu via le bon canal au bon moment suffit? Bon, alors les contenus, justement, comment bâtir une stratégie basée sur l'intérêt, l'attractivité? Nicolas, comment fait-on pour produire les bons contenus? Ce que l'on voit, nous, c'est une transformation de nos contenus de plus en plus, qui était, il y a encore quelques années, des contenus très orientés produits, très orientés sur comment l'efficacité d'un produit, comment on utilise le produit, etc. etc. On était finalement dans un contenu à 80% produit et 20% plutôt environnement. Ce que je constate, moi, c'est qu'aujourd'hui, on a un switch. On a un switch où on est finalement à 80% plutôt sur des approches informationnelles plutôt que sur des approches promotionnelles. Et si je prends par exemple le cas de l'obésité, on est réellement dans le parcours, comment on informe sur quel est le bon parcours de soins pour un patient qui est obèse. Est-ce qu'il y a à être en ville? Est-ce qu'il doit être à l'hôpital? Tout ça, ce sont des questions que beaucoup de médecins auxquels ils sont confrontés et n'ont pas forcément les réponses. Il y a aussi beaucoup de contenu qui va permettre à un patient d'être finalement touché. Nous, dans l'obésité, il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de obésité et sexualité, par exemple, qui sont vraiment très loin finalement de ce que nous, on peut proposer dans la prise en charge, mais qui a un besoin d'être discuté, d'être conversé, de le mettre sur la table, puisque ce sont tous ces sujets un peu environnementaux qui touchent la famille, qui touchent tout l'écosystème du patient, doit être aujourd'hui traité par l'industrie afin de donner les billes et les armes aux médecins ou aux interlocuteurs qui sont en proximité du patient pour pouvoir répondre à ses besoins. Donc, sur les thèmes, hein, bien cerner les centres d'intérêt du public auquel on s'adresse. Sur la forme des contenus, la forme, elle est importante aussi, j'imagine? Sur la forme, je ne sais pas si c'est Franck qui y répond, mais en tout cas, nous, sur la forme, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on utilise de plus en plus la vidéo, on utilise de plus en plus des sessions plutôt courtes. On est plutôt sur une volonté, un mode un peu anglo-saxon, où on ne va plus faire thèse, antithèse, conclusion, quoi. On va être sur des schémas très courts qui vont donner l'essentiel à l'interlocuteur pour qu'il puisse lui-même faire des relais de communication. Franck, c'est aussi ce que tu Oui, constates. alors il y a une dichotomie qui se crée aujourd'hui. Hein. D'abord, une dichotomie, il y a bien la dichotomie produit et contenu d'environnement. Le produit reste dans ses prérogatives, dépôt, validation réglementaire, dépôt ANSM, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de changements, si ce n'est que les contenus doivent être numérisés. Donc, une capacité des équipes et des agences de com à faire des contenus plus sexy, plus adaptés aux canaux. Ça, c'est un sujet. Et par contre, il y a un essor considérable de ce qu'on appelle le contenu unbranded, c'est-à-dire celui qui est souvent sur des thématiques d'intérêt des professionnels. Ces contenus doivent rester légitimes par rapport au lieu d'activité du laboratoire. Mais en tout cas, on voit que c'est une forte augmentation. Et le contenu d'environnement offre un nouveau champ des possibles de conversation. Et bien évidemment, le plus possible dans des formats qui sont les formats de consommation des médecins. C'est-à-dire, si vous envoyez des contenus qui ont la tête d'un journal officiel, vous allez vous prendre 0 taux d'ouverture. Par contre, si vous prenez un email, par exemple, où il y a 3 pages de scrolling, ça ne marche pas. Tout ce qui est vignette vidéo, podcast, infographie, il suffit de le faire, de voir sur LinkedIn les impressions de chacun, tout ça, ça n'a rien à voir. On est sur des taux d'engagement beaucoup plus importants. Donc, effectivement, il y a une culture du format qui doit aussi vraiment être changée. Et on serait étonné de voir le temps des formats qui fonctionnent, c'est de l'ordre de la minute, quoi. De la minute ou du flash. Donc, voilà, il ne faut pas dépenser des millions d'euros à faire des contenus forcément extrêmement compliqués. Il vaut mieux les découper dans une story. Si vous avez quelque chose de long à dire, il vaut mieux le découper dans plusieurs petits contenus consommables plutôt que de le faire en un seul, parce que sinon, vous n'allez pas avoir un taux de lecture qui est intéressant. Alors, tu as cité le nom de cette forme de contenu et la connexion était mauvaise à ce moment-là, et donc on n'a pas compris. Et Sébastien qui nous demande si tu peux répéter ce nom.
Le contenu, bah, c'est ce qu'on appelle un peu le snack content, si c'est ça, vous voulez entendre. C'est des contenus plutôt… En fait, la connexion était mauvaise, donc je pense, oui. Ouais, je pense que c'était ça. C'était ça, ouais. La forme de son contenu, ouais. Est-ce que ce contenu sur l'environnement, est-ce qu'on doit faire attention à des exigences réglementaires particulières? Alors, quand la communication portait sur le médicament, il y avait évidemment des exigences réglementaires. Est-ce que là, il y a aussi un sujet réglementaire qui se pose quand on veut parler d'environnement, de sujets d'intérêt comme ça, plus généraux? La réponse est oui, hein. Rien ne passe à travers le réglementaire, hein. Le tout, alors c'est là qu'il y a une autre façon de travailler qui émerge, c'est que vous restez dans vos comme j'ai dit, vous restez dans vos agendas produits quand on est dans des dépôts NSM. Par contre, quand on est sur l'environnement, on voit les équipes travailler plus en comité éditorial. C'est-à-dire qu'on essaye tous les mois de se réunir, médico, marketing, réglementaire, de dire, tiens, il y a une actualité, il y a un événement. On regarde l'agenda des clients, surtout. On ne fait pas que l'agenda de ces campagnes produits. On regarde l'agenda des clients. Et par exemple, il y a l'ESMO, il y a l'ASCO. Qu'est-ce qu'il est intéressant d'en tirer et qu'est-ce que je veux exploiter et dire moi? Voilà. Comment je le fais vivre avec ma trajectoire de communication. Donc, en fait, le fonctionnement des labos en comité éditorial, ça, c'est une chose aussi qui permet d'être flexible dans l'usage des contenus environnementaux pour pouvoir les réexploiter derrière et les utiliser au vu. Par exemple, vous avez là l'Agence du numérique en santé sort la télésurveillance médicale dans le droit commun. On a les prises en charge anticipées sur les dispositifs médicaux numériques. Si vous avez des activités qui concernent une pathologie qui touchent, je sais que Novo a une activité digital thérapeutique avec les stylos injection connectés, il y a quelque chose à raconter, c'est-à-dire qu'il y a toute une communication d'innovation qui est hyper légitime et qui fait progresser les parcours des patients. Donc ça, hop, tout de suite, comité éditorial, qu'est-ce qu'on raconte? Et blablabla, et là, on a des contenus qui peuvent interpeller les patients et les médecins. Et pour compléter, Franck, peut-être pour l'aspect réglementaire, déjà, la règle est la même, la loi est la même, quel que soit le canal par rapport aux médicaments, c'est la même loi qui va s'appliquer, c'est la loi qui est celle du médicament. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on utilise, nous, de plus en plus dans le marketing, tout ce qui est outils de social listening, essayer de comprendre un peu plus finalement les attitudes, les comportements du client final ou des clients intermédiaires. Et donc là, il faut qu'on fasse quand même attention à tout ce qui est traitement de la donnée, quoi. Donc, c'est des choses aussi aujourd'hui sur lesquelles on est beaucoup plus sensible et sensibilisé. Tout ce qui est GRDPD, par exemple, tout ça, c'est quelque chose qui est très présent chez nous. Alors, pour rentrer plus concrètement dans le plan marketing, qu'est-ce qu'il doit comporter aujourd'hui un plan marketing pour permettre le déroulement d'une bonne approche omnicanal en termes de parcours patient, de persona, tout ça, Franck? Un retour sur la connaissance client qui a été quand même pas mal appauvrie, hein. Je crois que, et je peux le témoigner, quand j'étais dans mon ancien laboratoire, on avait des réductions permanentes des budgets d'études et d'insights clients. Donc, le fait de retrouver des parcours clients, des parcours patients, des notions de segmentation de persona sont clés. Donc, les plans doivent réadresser un peu les cibles à laquelle on s'adresse, pas sur un volet purement prescription et quantité de prescription, hein. On doit être sur des aspects attitudinaux, sur tous les choses portées par des insights clients. Donc, ça redonne du sens, beaucoup de sens au marketing, autant que tel, avec un grand M. Savoir que le marketing, c'est pas simplement faire que des campagnes, c'est aussi avoir des aspects tactiques, stratégiques. Donc, il y a un côté segmentation, là, donc les insights clients sont clés. Et puis, plus d'éléments de planification, de contenu, de conversation. On n'est pas en disant, voilà, j'active une cible, je fais tant, etc. On va essayer de raconter un peu ces fameuses journées qu'on essaye de planifier. Ensuite, autre chose que je vois émerger qui est intéressant dans les plans, c'est que ce n'est pas forcément évident de construire des customer journées à l'année pour des labos. Et on essaye d'aller plutôt sur des moments forts d'une année, d'un plan. Par exemple, un laboratoire investit une grande quantité d'argent sur un événement, un congrès. Par exemple, Novo va à l'EASD donc un événement dans le diabète. On va faire une vraie customer journée, un vrai parcours client autour de cet événement parce que c'est une grosse brique d'investissement. Donc, on va regarder ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant, ce qui se passe après.
Et on va aussi adresser les gens qui ne sont pas forcément vos invités. On va s'occuper des invités des autres, on va s'occuper des autres segments de clients. Donc, l'idée aussi d'avoir parfois, quand c'est un peu compliqué de faire des planifications à l'année qui sont un peu conceptuelles, le faire sur des événements concrets, ça prend beaucoup de sens et c'est très opérationnel. Et donc, Nicolas, ça implique quand même beaucoup de données supplémentaires par rapport peut-être à ce qui était traité avant. Ouais, c'est plus complexe. Je dirais c'est plus complexe. En fait, on voit vraiment, nous, le marketing du 4P, c'est terminé, quoi. On est maintenant passé de marketing des 4C. Donc, en fait, on est réellement maintenant, quand on fait un plan marketing, le premier C, c'est la notion de co-création. On est, je trouve, maintenant de beaucoup plus ouvert à travailler en collaboration, en partenariat avec des tiers qui ont une expertise que nous, on n'a pas forcément. Donc, c'est ça qu'on va aussi rechercher dans les plans marketing, c'est trouver le bon interlocuteur, la bonne entreprise, le bon partenaire pour nous aider à co-créer finalement sur des domaines souvent qu'on ne connaît pas bien. La deuxième chose, c'est de moins en moins promotionnel et on l'a vu, c'est de plus en plus conversationnel, c'est plus des stories. Donc, effectivement, il y a tout un travail de marketeur et c'est là où le marketing commence à s'éclater plus qu'avant, je trouve. C'est qu'on travaille réellement la notion de story vis-à-vis des attitudes, vis-à-vis des personas qu'on a pu identifier dans la population qu'on souhaite toucher. Et on est de plus en plus, nous, sur ce qu'on appelle une consumer approach, c'est-à-dire qu'on prend en compte que le client final va utiliser un produit, son produit, va en voir les bénéfices, va le toucher, va vivre une expérience. Et donc, on essaye d'améliorer à tout stade de la vie de ce patient, d'acquérir une meilleure expérience. Donc, c'est un peu ce qui nous motive, en tout cas, nous, quand on fait un plan marketing. Et la vraie différence, c'est qu'avant, un plan marketing, c'était fait par un marketeur. Maintenant, le plan marketing, non, c'est vraiment une espèce de squad team où il y a du public affaires, où il y a du réglementaire, où il y a de la compliance, où il y a énormément on va dire, d'interlocuteurs. C'est pour ça que c'est bien plus complexe, pour qu'on arrive à créer finalement une synchronisation, une orchestration, un impact par de la cohérence et de la cohésion autour du plan. Alors justement, comment peuvent évoluer ou doivent évoluer les équipes marketing et les compétences au sein de ces équipes par rapport à tout ça? Et puis, question subsidiaire, est-ce que les équipes commerciales, en amont peut-être de tout ça, sont impliquées aussi et comment elles doivent évoluer aussi? En termes RH, là, maintenant. Qui veut se jeter à l'eau? En fait, moi, je trouve que cette période est une période qui peut être dorée pour le marketing. J'ai vécu avec mon expérience un moment où le marketing était, la fonction de chef de produit était très puissante dans la pharma dans les années 90-2000. On avait vraiment l'orchestration de tous les moyens. On était souvent en première ligne. Il y a eu après cette période de globalisation du marketing où dans les filiales, le marketing est devenu plus opérateur, transmetteur de messages, plateforme de marque internationale, qui a un peu moins de pouvoir, un peu moins de décision. Et là, le fait qu'on se remette un peu en customer centricity, en parcours patient, avec des aspects culturaux, des aspects de réseau de soins propres à chaque pays, le marketing a l'opportunité de se réemployer sur ces sujets-là et de retrouver sa fonction propre de drive dans les entreprises, à condition effectivement que le management l'accompagne. Donc, c'est une opportunité de réveiller le marketing tel que, en tant qu'un peu preneur de risque, responsable de ses prérogatives. Ouais. Moi, je sens vraiment que ça évolue, le métier de marketeur. Ça évolue parce qu'on est de moins en moins sur un monde B2C. On va rentrer de plus en moins dans un monde B2B où travailler le marketing B2B, c'est vraiment différent d'un travailler finalement un client unique. Et tout ça, ça nécessite des nouvelles qualités, on va dire comportementales, de mindset, mais aussi de gens qui soient de plus en plus ouverts à la co-création, ouverts au feedback. Donc, je trouve qu'on change les comportements du marketeur. On voit aussi des espèces de métiers qui commencent à arriver. Vous l'avez cité aussi, ces métiers comme des marketing stories, plus autour de la communication, plus au niveau de la capacité à créer du trafic finalement. Des postes un peu qu'on n'avait pas vus jusqu'à maintenant, que nous on commence à rechercher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec un CRM et tu posais la question
de la visite médicale. Moi, je pense que je crois toujours à la visite médicale. Je crois je crois pas au tout digital. Je crois et en tout cas, je l'espère parce que j'aimerais pas trop ce monde. J'espère qu'on sera dans un monde où le digital sera un outil, mais le physique, l'homme avec un grand H, sera toujours le cœur du métier, surtout dans le domaine de la médecine et de la santé. Et donc tout ça, ça nécessite un CRM, ça nécessite beaucoup de synchronisation et ça nécessite finalement une augmentation de compétences de la visite médicale, une sorte de VM augmentée qui permettra finalement de jouer non pas simplement sur une promotion produit, de voir un interlocuteur, mais ce sera de travailler sur un écosystème qui sera beaucoup plus large et, me semble-t-il, beaucoup plus intéressant pour le métier de demain. Voilà, et Amel nous dit que la cross-collaboration entre équipes marketing, réglementaire et commerciale est indispensable pour créer une approche multicanale. Les commerciaux aussi, ils sont impliqués, ils peuvent être impliqués aussi dans l'approche, notamment parce qu'ils connaissent bien le terrain et les clients. Oui, puis c'est eux qui nous font, enfin, à un moment, la proximité vaut tout. Et il y a dans la population générale, comprendre les attitudes des uns et des autres, les comportements des uns et des autres, ça passe par, non pas forcément par de l'intelligence artificielle, mais ça passe par du réel. Et ça, il faut qu'il y ait des gens qui puissent faire remonter ces informations-là. Notamment, la visite médicale, nous dit Annabelle, est nécessaire pour mettre de l'intelligence dans les datas et faire une analyse fine des interlocuteurs à travers du qualitatif. Complètement d'accord. C'est un des grands sujets de la collection des datas par le terrain qui n'est pas bien faite aujourd'hui, est un vrai sujet. Encore une fois, avec les contraintes des commentaires, etc., qui sont toujours ceux-là. Mais encore une fois, n'oublions pas que tous les médecins ou certaines cibles ne sont pas tous vus par la visite médicale et qu'il y en a de plus en plus. Donc, il faut aussi trouver des moyens d'engagement et de data sur des gens qui ne sont pas vus par la visite médicale. Les chiffres du LEM de la visite médicale vont sortir. Je vous rappelle juste le chiffre, 12 800 visiteurs médicaux en France avant le Covid, 9 500 sortis de Covid. Il y a quand même un certain nombre de plans en ce moment à la pharma, donc je peux en déduire qu'il y en aura encore un peu moins que ceux qu'on avait en sortie de Covid. Donc, il y a une réalité du customer facing, comme disait Nicolas tout à l'heure, qui est une réalité des changements de métier et les changements de taux de couverture de ce qu'on a pu connaître. Il y a un accès plus difficile. Donc, va se poser la question de préparer bien évidemment les conversations face-face, quand il y en aura, mais aussi les conversations non face-face qui vont être aussi à ne pas laisser de côté parce qu'elles vont représenter un potentiel. Il faudra bien celui-là l'adresser. Donc, il faut à la fois capitaliser sur les médicales et on n'a pas parlé des ventes, mais c'est aussi là où il y a le plus de résistance, il y a le plus de besoin d'accompagnement. La VAD n'a pas été très achetée par les délégués médicaux, il faut le dire. C'était même assez très bas. Le pays le plus bas au monde, c'est la France quand même. Ouais. Vu comme une défiance professionnelle, alors que ceux qui en font vous disent que c'est les meilleurs temps de visite, avec des vrais focus, etc. Donc, il y a un besoin de conviction, d'accompagnement, de préparation. Et il faut aussi à un moment avoir un management peut-être un peu plus, on va dire, engageant, en disant, bah voilà, on évolue, il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Il y a encore un peu, on marche un peu sur des œufs parfois là-dessus. La peur du remplacement du digital par, du délégué par le digital. Que Nicole a bien dit, il n'y a absolument pas la mort du face-face, mais il va bien falloir adresser toutes ces possibilités et tous ces segments clients qui disent. Oui. Comment suit-on les indicateurs en omnicanal, nous demande Justine. Et justement, le point qu'on va aborder maintenant, c'est comment mesurer le retour sur investissement de tout ça. C'est la question qui tue, ça. Ouais. En fait, il y a un premier constat que je peux vous partager. Le premier constat que je peux vous partager, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de cabinets de conseil de classe internationale qui ont en fait des recommandations d'ultra-digitalisation des modèles d'engagement avec des économies à la clé, mais qui n'ont jamais adressé la question du setup qui est clé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire d'omnicanalité sans une infrastructure dédiée à ça, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire le CRM, c'est un outil de pilotage, mais c'est une coquille vide. C'est-à-dire que si vous n'avez pas derrière des Customer Data Platform, des data, des KPI, des insights, vous ne pouvez pas faire à la fois la récupération des données, l'augmentation des expériences clients, mais surtout, vous ne récupérez pas suffisamment de data pour faire de la performance, de la mesure de performance. Donc, en fait, quand les financiers disent c'est quoi, ce que ça rapporte, pourquoi je mettrais un rond là-dedans parce que je ne sais pas ce que ça rapporte,
c'est malheureusement des choix qui ne doivent pas être tout liés au ROI parce que sinon, vous ne rentrez jamais dans l'équation, quoi. Il y a un moment, il faut investir, il faut avoir des convictions que ça bouge et derrière, après, on met en place des systèmes de pilotage, d'ajustement nécessaires, quoi. Mais il ne faut pas penser que ça ne coûte rien. En fait, on n'y arrive pas parce que si les laboratoires n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas mis les moyens pour y arriver. Bah, pas mieux, hein. Ce qui est toujours embêtant, c'est quand on demande des retours sur investissement, quand on se lance ou quand on va un peu dans l'innovation. Parce que c'est le meilleur moyen de ne pas innover. C'est le meilleur moyen d'être immobile. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus le choix. On voit qu'il y a le besoin aujourd'hui qui est vraisemblablement non couvert, il est exprimé. Il est exprimé par notre utilisation personnelle du numérique en dehors de la pharma. Donc, nous-mêmes, on est consommateurs de tout ça. Le médecin est consommateur, notre propre force de vente est consommatrice également. Donc, on n'a plus le choix, il faut qu'on y aille. Là, par rapport au retour sur investissement, moi, quand on me pose cette question, généralement, je réponds par la notion de satisfaction. Voilà. Donc, je mets des indicateurs, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, de NPS, ce genre de choses, pour en fait un peu plus rassurer, parce que c'est ça, pour pas que ce soit cassé, pour pas qu'on casse le jouet. Donc, il faut qu'on rassure un peu. Et donc, pour le rassurer, je mets des indicateurs de satisfaction, d'audience, voilà, plutôt qualitatifs que financiers. Merci beaucoup. On va essayer de répondre aux quelques questions restantes avant de terminer cette session. Sandra qui nous demande si cette évolution s'explique-t-elle, ce switch s'explique-t-il en partie par le temps de préparation, soumission, retour avec l'ANSM. Est-ce que cette question… Non, parce que, en tout cas, si c'est donc là, on est dans le cadre d'une problématique promotionnelle. Que ce soit papier ou pas papier, c'est les mêmes problématiques. Hein, donc, le temps est le même pour moi. D'accord. Je ne sais pas si on avait bien précisé cette question. Et alors, Franck, il a répondu à plein de questions également. Il y a une question sur les data scientists. Hein. Faut-il intégrer des data scientists dans les services marketing pour mener à bien ces… Oui, donc Nicolas dit oui de la tête. Ça veut dire que ça a été fait chez Novo. Je pense qu'il y a effectivement ces métiers-là qui arrivent, qui vont devoir nous aider à mieux appréhender, à mieux comprendre la data qui est immense sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et nous, le choix que l'on a fait, c'est maintenant vraisemblablement de créer des départements dédiés par rapport à ça, ce sont des départements entiers qui vont, comme des fonctions support qu'on a pu avoir dans d'autres départements, qui vont aider finalement à travailler encore mieux avec les départements marketing pour répondre au client final encore mieux. Donc, tout ce qui est omnichannel manager, tout ce qui est customer success, ce que tu disais tout à l'heure, ce sont des postes qui vont, pour moi, exploser demain. Comment expliquer la difficulté de mettre en place une stratégie omnicanal au sujet des dispositifs médicaux par rapport à la pharma? Et donc, Franck a répondu par écrit, il n'y a pourtant pas de raison, le DM étant plus souple que le médicament. En matière de réglementation, vous avez… D'ailleurs, Invivox, vous en avez des bons témoins. Hein. C'est pas mal de sociétés de DM qui ont pas mal investi dans la plateforme en signant avec du partenariat institutionnel. Donc, c'est plus… Il y a moins de… Voilà, il y a moins… Puis, on le voit aussi pas mal sur les dispositifs médicaux numériques, notamment les DIGA en Allemagne. On a vu que les stratégies B2C étaient autorisées et que c'est les médecins qui sont informés par leurs patients de l'existence des solutions numériques pour se soigner. Donc, oui, dès qu'on est sur du DM, on a des possibilités, je pense, un peu plus souples, même s'il y a une réglementation, que le médicament à proprement parler. Donc, il n'y a pas de raison que l'omnicanal ne soit pas applicable du tout au DM, au contraire. Allez, le vrai point de blocage, pour moi, c'est la résistance au changement, c'est tout. Ouais. Et ça, c'est l'accompagnement du changement, c'est la volonté de la direction, c'est l'acculturation, ce genre de choses. C'est ça qui va venir clé dans l'exécution derrière. Une dernière question, celle de Karine. Quand on fait de l'omnicanal plutôt que le ROI, prendre peut-être…
prendre peut-être la question de l'engagement, je pense que c'est ça. Part de bruit peut-être. Voilà, toujours cette question-là sur les retours, hein. Les retours espérés, les retours, comment on peut mesurer ces retours-là? Ouais, c'est un peu comment le problème dans les KPI, il y a comment on appelle les lag indicateurs, bref, prendre des indicateurs qui seraient des indicateurs non pas financiers, mais des indicateurs de progrès, des indicateurs sur le chemin, ce qu'on a réussi, pas réussi. Et je pense que c'est un bon moyen, effectivement, de sortir du ROI classique. Bien, bah écoutez, merci beaucoup. Il est 12h55. C'était très, très intéressant. On a répondu à pas mal de questions aussi. Donc, je pense qu'on a fait un bon tour de cette question. On vous rappelle peut-être la prochaine session Invivox Academy, sauf que là, je n'ai pas la slide. Donc, je ne sais pas si Sandrine va pouvoir me sauver la vie et remettre la slide de la prochaine session ou pas. C'est pas très grave, vous l'aviez vu tout à l'heure en début de… Ah, voilà, c'est Julien qui va me sauver la vie. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Je me rappelle qu'il y avait L'Oréal et Content. Absolument, c'était sur les contenus. C'était le 13 avril, c'est ça? Oh là là, il y en a qui suivent, c'est formidable. Merci Franck. Donc c'est le 13 avril à midi, comme toujours sur l'Académie. Et on va parler de la qualité des contenus pour driver, pour attirer. Merci infiniment Sandrine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aura Stéphanie Regalado, qui est donc responsable du développement digital médical chez L'Oréal, pour un public qui est un public complexe, qui est le public des infirmiers et des infirmières, et en particulier des infirmiers et des infirmières libérales. Donc, vous savez que c'est un public qui est en permanence sur la route, puisque une infirmière peut voir jusqu'à 60-70 patients par jour. Donc, comment justement attirer l'attention, à quel moment, avec quel type de contenu, qu'est-ce qui fonctionne? Voilà, on aura d'un côté Cédric Lima, qui est notre ingénieur pédagogique, un de nos ingénieurs pédagogiques, et puis Stéphanie pour donner justement un retour sur les contenus qui ont fonctionné, ceux qui n'ont pas fonctionné. C'est intéressant dans le digital aussi de passer du temps sur ce qui ne fonctionne pas. Et puis, donc voilà, donc le 13 avril prochain à midi, je vous invite toutes et tous à vous connecter pour cette session qui s'annonce vraiment passionnante. Top. Merci à tous. Voilà, vous avez le lien là pour accéder à la prochaine session et vous inscrire. Bon appétit et à très bientôt.